La Suisse est toujours dans le top 10 des pays les plus riches au monde. Et encore, seuls quelques cités-États ou cas particuliers comme l'Irlande qui est un paradis fiscal ou la Norvège qui bénéficie d'une rente pétrolière arrivent à dépasser la Suisse, sachant que la Suisse n'a pas ce genre de joker. Plus que cela, lorsque vous regardez le revenu médian qui reflète le mieux le niveau de vie des habitants d'un pays, les Suisses sont les premiers au monde en termes de revenus. L'inflation reste basse, le chômage est anecdotique et le pays est très bien entretenu. Comment expliquer cela ? Charles Gave a produit de nombreux graphiques pour quantifier ces fondamentaux. Alors pour ma part, après plus de 2 ans de vie en Suisse, je vais vous expliquer comment fonctionne la société suisse pour atteindre un tel niveau. Enfin, nous démontrons les idées reçues sur l'immigration en Suisse car je peux vous assurer qu'il est plus facile à un mécanicien de venir en Suisse qu'à un fonctionnaire. Tout d'abord, notez que la Suisse n'a jamais de déficit vis-à-vis de l'étranger. Les comptes courants nous montrent qu'en faisant la somme de toutes les importations et exportations de la Suisse, elle est toujours légèrement excédentaire, d'environ 0,4%. Et je dis bien que la Suisse est à l'équilibre, car si on compare avec le Japon, qui a fait des excédents des comptes courants sa spécialité, on est plus sur du 2,5% d'excédent, ce qui est considérable. Si un tel équilibre en tout temps est permanent, c'est bien grâce à la mentalité suisse, qui ne tolère pas les déficits chroniques. Personnellement, j'habite dans le canton de Fribourg et régulièrement, les journaux locaux parlent de l'équilibre des comptes de telle société qui a des problèmes ou de telle commune qui a réussi à équilibrer ses recettes et ses dépenses. Regardez cet article qui parle de l'hôpital de Payerne, une petite ville vaudoise, qui explique comment l'hôpital s'en est sorti. Qui est-ce que ça intéresserait en France ? Il y a 2 composantes culturelles importantes à comprendre pour expliquer cette situation. La première, c'est la décentralisation très forte du pays. En Suisse, il y a 2 échelons territoriaux majeurs, la commune et le canton. Ce sont des petites unités territoriales dans lesquelles s'exerce correctement la démocratie directe car tout le monde se connaît. Et c'est là où l'essentiel des décisions se prennent. Le nombre d'habitants par ville est d'environ 2850 et les plus grandes villes comme Genève, Bâle ou Berne ont des populations qui tournent entre 130 et 200 000 habitants. Seul Zurich caracole à plus de 400 000. Le deuxième échelon majeur, ce sont les cantons, qui sont de vrais États à l'intérieur de la fédération suisse avec leur parlement et leur gouvernement. Un canton classique, c'est dans les 200 000 habitants et seuls Berne et Zurich dépassent le million. Cette petite taille territoriale signifie que lorsqu'il y a un problème, vous trouvez facilement un interlocuteur qui ne va pas renvoyer la balle à ses 14 collègues dans les 3 étages du service. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Consultez l'huissier. Le guichet 2. Je vous ai déjà dit que le port est au bord de la mer. Oui. Mademoiselle. Vous vouliez pas que s'occuper ? Je pense que si vous êtes français, vous voyez à quoi je fais référence. Prenons 2 exemples. En 2021, j'arrive en Suisse et dans le dossier pour demander le permis de séjour, il faut un business plan pour prouver qu'on a bien les ressources pour vivre. Or, mon activité est sur Internet, donc l'endroit où j'habite n'influence pas mes revenus. En toute logique, mes bilans devraient donc suffire. En bon français, je m'apprêtais à faire un business plan parfaitement inutile qui reprendrait simplement mes bilans afin de pouvoir cocher la case et joindre la pièce au courrier. Dans le doute, et pour quelques autres questions pratiques, j'ai appelé le service de l'immigration. Là, une personne décroche et je demande à parler à l'instructeur de mon dossier. Première chose qui m'a étonné, la personne qui a décroché m'a dit « Oui, je vois bien, c'est moi l'instructeur, que puis-je pour vous ?» Habitué aux administrations pléthoriques, je lui réponds « Oh bah dis donc, c'est super, j'ai de la chance alors aujourd'hui de tomber sur vous directement. » Et là, j'ai senti son étonnement dans sa réponse. « Mais monsieur, nous sommes 3 dans le même bureau pour le canton, donc ça va. » Deuxième chose qui m'a surpris, je lui explique ma situation et je demande si je dois vraiment faire un business plan en plus de mes bilans. Elle me répond tout de suite « Ah bah oui non, bah du coup c'est pas la peine, les bilans suffisent. Ne vous inquiétez pas, je me le note. » Toujours en bon français, je la remercie et je lui demande si je dois joindre une mention dans mon courrier pour expliquer que madame Untel m'a autorisé à ne pas joindre ce document suite à notre conversation de ce jour, etc. etc. Mais monsieur, c'est pas la peine puisque je viens de vous dire que je l'ai noté. Vous n'avez rien à faire du coup puisque je n'ai pas besoin de ce document. Laissez-moi finir l'instruction et vous recevrez votre permis bientôt si tout est en ordre. Et voilà, 1 mois plus tard, on recevait nos permis de séjour. Ah oui, autre point important. En Suisse, la parole donnée est contractuelle. Si vous serrez la main à un gars, surtout devant un autre gars qui peut témoigner qu'un deal a été conclu, cette poignée de main est valable devant les tribunaux. En Suisse, quand vous cherchez un peu, vous trouvez des articles lunaires comme celui-ci où on vous explique à quoi il faut faire attention lorsque vous concluez un bail verbal pour votre appartement. Évidemment, les juges préfèrent les contrats écrits.
Mais je vous assure qu'une poignée de main, c'est pas un truc que vous faites comme ça par-dessus la jambe. Ma femme, habituée à des achats sur le Bon Coin en France, où parfois cela peut être un peu la guerre du feu entre promesses croisées sur les offres pour avoir le canapé machin chouette, s'en est vite rendu compte. Un jour, elle avait donné son accord à la légère pour un petit achat, et elle s'est désistée car elle a trouvé mieux ailleurs. Elle s'est fait recadrer sévère et rapidement par le vendeur, qui a commencé à nous envoyer des articles de loi relatifs aux accords à l'oral. Et c'est là que vous avez le combo suprême entre petits échelons territoriaux et le poids de la parole donnée. Si vous vous amusez à faire le malin avec des promesses en l'air, vous allez avoir des problèmes, mais vous serez également rapidement étiqueté comme personne à problème et pas fiable. Et à partir de ce moment, toutes les portes se ferment de façon tacite et très polie, sans que vous compreniez pourquoi. Ça marche pareil dans le business. Avec Grand Angle Crypto, on fait des choses très nouvelles sur la tokenisation d'actifs. Autant vous dire que les avocats et les comptables nous demandent 2-3 éléments de compréhension. Normal. Mais avec Guillaume, mon associé, on a été frappé par le niveau de confiance que l'on a reçu. On explique, tranquillement, et nos explications sont acceptées par principe. Il y a réellement une présomption de bonne foi. Mais attention, si vous êtes pris à embobiner votre comptable, votre avocat vous dégage, et il n'est pas impossible que le taxateur finisse au courant. La confiance marche avec la contrepartie de se faire blacklister rapidement en cas de pas de travers. Du coup, la Suisse aime bien que chacun garde son chez-soi en ordre, et cela commence par la rigueur financière. Car une entité avec des déficits, c'est une entité qui va finir par causer des problèmes à toute la communauté. C'est dans cet état d'esprit qu'il y a un service dit des poursuites. Si vous ne payez pas votre nounou, l'abonnement téléphonique ou votre loyer, bref, n'importe quoi, vous allez rapidement vous faire dénoncer aux poursuites, qui est un fichier des mauvais payeurs en tout genre. Bien évidemment, une fois que vous êtes fiché, bon courage pour trouver un appartement, obtenir un crédit ou je ne sais quoi avant plusieurs années. Et apparemment, une fois que vous êtes sous poursuite, vous n'avez pas fini de galérer. Bon, tant pis, je préfère prendre un appart à bulle, ça coûte moins cher. Ok, mais avant de louer, tu dois absolument tirer une carte office des poursuites. Vous ne pouvez pas louer d'appartement car vous avez une facture de téléphone impayée. Pour régler ton créancier, tu dois faire 20 tours de plateau et 10 double 6. Voilà, avec tous ces éléments, vous comprenez pourquoi la Suisse gère sa dette comme son horlogerie. Les gens endettés sont des gens qui causent des problèmes à la communauté, et comme tout le monde se connaît et se surveille, ça passe pas. Cette réalité locale rejaillit sur la situation fédérale, donc la dette est sous contrôle étroit. Et là, je vous parle de la Suisse romande, francophone, qui est perçue par les Suisses allemands comme des dilettantes. L'orthodiscipline suisse-allemande, c'est encore un autre délire. Vous comprenez aussi pourquoi la dénonciation fonctionne bien en Suisse. Comme le dit le dicton, derrière chaque Suisse se cache un policier. Pourquoi dénoncer son voisin qui ne respecte pas les règles? Car ne pas respecter les règles, encore une fois, c'est embêter tout le monde. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le dénoncer. En contrepartie de ce système de dénonciation, vous êtes libre, strictement et en sécurité. Il y a des jeux de plage en libre service gratuitement, dans beaucoup de plages, car on sait qu'ils reviendront dans leur boîte. Ça marche aussi avec des points de dépôt-vente de fruits et légumes en libre accès. Vous avez une fiche avec la grille des prix, une boîte pour mettre les sous, vous vous servez et vous laissez le montant en cash en partant. Aux stations-service, la plupart du temps, on se sert et on va payer ensuite, etc. Du coup, chez moi, comme pas mal de voisins, on ne ferme pas la porte de chez nous quand on n'est pas là. Bah oui, c'est pas pratique. Il y a la femme de ménage qui vient, le gars qui prend les poubelles, le voisin qui a besoin de prendre un peu de bois car on en a un peu pour lui s'il le souhaite. Ce serait quand même pénible de s'embêter avec des clés. Dans la même veine, voir des enfants de 5 ans se balader tout seuls dans la rue, ça choque personne. Les gens m'ont regardé vraiment bizarrement lorsque je me suis mis en colère sévèrement contre mes filles et bruyamment dans la rue après qu'elles soient parties en exploration, comme elles disent, sans m'avoir prévenu. En bon français, que mes enfants de 4 ans et 5 ans à l'époque soient partis sans me le dire pour se promener dans les rues, je peux vous dire que j'étais pas content. Autre point important pour la réussite de la Suisse, son industrie. Avec ce graphique, Charles Gave nous montre que la production industrielle suisse est en hausse continue. Quelle est donc la diablerie qui fait que le pays le plus riche au monde continue de produire des ouvriers et des gens qui travaillent de leurs mains? Car oui, contrairement aux âneries que l'on peut entendre, un pays ne peut pas être riche sans avoir une industrie forte, à part quelques exceptions comme les économies basées sur des revenus exceptionnels, comme les rentes pétrolières ou les paradis fiscaux. D'ailleurs, sachez que le secteur bancaire suisse n'a plus rien d'exceptionnel par rapport aux autres pays, car le secret bancaire n'existe plus pour les étrangers, il existe seulement pour les Suisses face à leur propre État. Car oui, en Suisse, on pense que le secret bancaire est essentiel pour empêcher que l'État ne prenne trop de place, trop de prérogatives dans la vie privée des gens,
car les gens, le peuple, c'est quand même le souverain et pas l'inverse. Mais ça c'est un autre sujet. En attendant, pour les étrangers, il n'y a plus de secret bancaire, et du coup, le poids du secteur bancaire et financier suisse n'est pas plus exceptionnel que celui de la moyenne européenne. Mais revenons-en à la culture du travail, car sachez qu'en Suisse, il y a une vraie culture du travail agricole et industriel. C'est 70% des jeunes environ qui partent en apprentissage, tandis que les autres poursuivent au lycée général, puis vers des études universitaires de haut niveau éventuellement. Concernant la France et la Suisse, c'est un peu ça la différence. On est plutôt sur du 70% de jeunes qui partent faire psycho et histoire de l'art, et le reste qui partent en apprentissage dans des conditions pas top du tout, avouons-le. Du coup, forcément, on a des agriculteurs qui vivent et qui meurent pas de faim, qui ont du matériel neuf. Et puis on a des usines dans le pays, car la Suisse met à l'honneur les gens qui travaillent dans l'industrie. D'ailleurs, du côté de l'industrie, parlons-en. La Suisse est un pays avec une forte conscience libérale, où même des députés de gauche râlent quand l'État ne laisse pas les actionnaires des banques faire faillite. Donc si vous êtes un patron de PME ou d'usine, vous êtes bien vu et bien accueilli, car on vous reconnaît que vous participez à la production de richesses de la Suisse. Et c'est pour ça que ce pays accueille à bras ouverts, surtout si vous êtes un habitant des pays de l'Européenne où il y a des accords, toutes les personnes qui ont un vrai métier dans les mains. Et c'est pas une blague. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est plus facile à un mécanicien d'entrer en Suisse qu'à un fonctionnaire qui ne sait que tamponner des feuilles. Avec ça, vous comprenez que le poids de l'État en Suisse reste raisonnable et stable. Bien sûr qu'entre voisins dans la rue, on rigole sur les employés du canton et de la commune qui partent à 17h. Mais en vrai, pour avoir pratiqué l'administration suisse et française, je peux vous dire qu'on n'est pas sur le même niveau. Le plus gros facteur qui joue pour la maîtrise des dépenses, c'est la décentralisation, avec des décisions au plus proche du terrain. Quand un syndic, un maire donc, commence à ne pas tenir son administration, il se prend des votations dans la tête, des référendums, et ça permet de rectifier le tir tout de suite. Les élections finiront le travail. Comprenez bien que si on a l'impression avec un système décentralisé qu'on multiplie les fonctionnaires parce qu'on multiplie les centres administratifs, en réalité, on supprime d'autant tous les fonctionnaires que j'appelle d'apparat qui sont centralisés à la capitale et qui, eux, ne servent à rien. Et au final, ça marche beaucoup mieux en ayant plus de fonctionnaires de terrain et en coupant sévèrement dans les effectifs des fonctionnaires en carton-pâte. Mais en haut du game en la matière, en termes de contrôle des finances publiques, il y a les Suisses allemands, dont beaucoup de communes font voter le budget par les habitants. Et cela arrive que la commune soit renvoyée dans C22 car les cordons de la bourse ne sont pas jugés suffisamment assez bien tenus. L'équipe communale de Bienne en a fait les frais il n'y a pas très longtemps. Du coup, même en 2022, les cantons suisses étaient tous d'équerre financièrement. En conséquence de quoi, libéralisme, démocratie directe et rigueur produisent un pays où les entreprises prospèrent. Sur ce graphique, vous voyez que les marges des entreprises suisses montent légèrement mais sûrement avec le temps. Hâte-toi lentement, comme on dit ici. C'est pour cela que dans notre lettre d'investissement avec Didier Darcet, nous vous proposons dans le numéro de ce mois des moyens d'investir dans l'immobilier suisse. C'est une façon intelligente de s'exposer aux francs suisses, à la propriété en Suisse et d'être à peu près certain de battre l'euro tout en générant du rendement. L'idée, c'est de se mettre à l'abri des turpitudes de la zone euro et de diversifier son épargne à l'international dans un des pays les plus stables et démocratiques au monde. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Et du côté français, c'est l'inverse. Les marges des entreprises ne cessent de se rabougrir. Et cela s'explique principalement par un grand facteur, le poids de l'État dans le PIB. En France, la réduction des marges des entreprises, et donc des recettes fiscales au bout du compte, et de la dégradation des finances de la France est strictement corrélée à l'augmentation du poids de l'État dans le PIB. Pourquoi cette relation ? Car plus l'État s'occupe de prendre la place du privé, plus la gestion de ses services est détachée du réel. Plus vous centralisez à Paris, plus vous faites d'âneries dans la gestion quotidienne de trifouiller les oies. Et c'est pour ça que sur le long terme, le franc suisse ne cesse de s'apprécier contre les pays de la zone euro. C'est entièrement structurel. Et pour l'instant, a priori, c'est pas prêt de changer. Sachez qu'un franc suisse valait exactement 1 franc français à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, un franc français vaudrait 6,5 fois moins qu'un franc suisse. Pour comprendre en profondeur la nature de cet écart structurel qui augmente avec le temps, il faut que vous compreniez tout le mal qui a été fait à la France en matière de désindustrialisation. Allez voir cette vidéo pour en comprendre les mécaniques et les conséquences.